Il est 23h30 à Libreville, minuit 30 ici à Paris et vous écoutez RFI. C'est l'heure de toute l'actualité africaine présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Au Gabon, première défection de haut niveau depuis le début des violences. Le ministre gabonais de la Justice annonce sa démission. C'est un poids lourd qui annonce son départ du gouvernement et du parti présidentiel. Nous y reviendrons avec Florence Maurice. Le gouvernement gabonais lui promet la fermeté avec les fauteurs de troubles et maintient son bilan de 3 morts et 205 blessés. En RDC, la rentrée scolaire plutôt timide. Aujourd'hui, l'opposition avait appelé à une journée sans école pour protester contre les dysfonctionnements dans l'éducation et demander la scolarité gratuite pour tous. En Afrique du Sud, un face-à-face tendu aujourd'hui entre les pros et les anti-Zouma devant le siège de l'ANC. Les manifestants réclament le départ du président après la débâcle de l'ANC au municipal. Enfin, la délégation ivoirienne au JO de Rio reçue en grande pompe au palais présidentiel. Des bravos, des primes et des décorations. Les stars du jour, les 2 médaillés en taekwondo. Le ministre gabonais de la Justice annonce donc sa démission. Séraphin Mundunga a annoncé son départ sur un média local à Libreville et l'a confirmé un peu plus tard au micro de nos envoyés spéciaux Sébastien Nemetz et Maurice Vichit. J'ai redouté que le Gabon ne puisse basculer dans la violence si les résultats étaient rendus publics sans qu'il ne soit procédé au recomptage des résultats, procès verbal par procès verbal de chaque bureau de vote. Ceci n'ayant pas eu lieu, le pays a basculé dans la violence et cette violence qui se poursuit de façon latente jusqu'à ce jour. Donc la paix est gravement menacée dans notre pays, la sécurité est gravement menacée. Il a été répondu que le recomptage n'était pas prévu par la loi électorale gabonaise. Ayant constaté que du côté du pouvoir, on n'apportait pas de réponse à la préoccupation de la nécessaire garantie de la paix et du nécessaire affermissement de la démocratie, j'ai pris la décision de prendre congé d'une part du Parti démocratique gabonais et de me décharger de mes fonctions de membre du gouvernement pour que, grâce à ces 2 actes majeurs que je pose, de pouvoir bénéficier de ma totale liberté et d'œuvrer aux côtés du peuple gabonais à ce que la paix soit garantie dans le pays et que la sécurité soit également garantie, que la démocratie soit affirmée. Séraphin Mundunga qui sera donc l'invité d'Afrique Matin demain matin, le ministre démissionnaire de la Justice qui lui dit donc je prends congé du PDG, le Parti démocratique gabonais. Sa défection serait la première de haut niveau depuis le début des troubles. 6 jours après le début de la contestation, ce départ annoncé fragilise Ali Bongo et a de quoi réjouir l'opposition. Florence Maurice. C'est un véritable coup de poignard dans le dos pour Ali Bongo. Séraphin Mundunga était un homme clé de son dispositif, l'un des rares à l'avoir accompagné depuis 2009 et durant tout son septennat. Un homme considéré comme l'un des plus durs du régime et volontiers perçu comme orgueilleux du fait de sa proximité avec le chef de l'État, au point d'être élevé au rang de second vice-premier ministre lors du dernier remaniement en 2014. Séraphin Mundunga, c'était aussi un vétéran du parti au pouvoir dont il prend également congé, membre du PDG depuis les années 70, élu député du parti en 1990, il était au bureau politique. C'était aussi un proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzumba Ndama, dont il est considéré comme l'un des filleuls politiques. Ses ennuis au gouvernement commencent d'ailleurs en avril dernier, lorsque ce dernier démissionne du perchoir pour briguer le fauteuil présidentiel face à Ali Bongo. Au sein du régime, certains s'attendaient depuis à son départ. Du point de vue de l'opposition, c'est en tout cas une très belle prise. De son côté, le pouvoir gabonais a tenu à refaire le bilan des violences qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle et maintient le chiffre de 3 morts, de 105 blessés, 67 membres des forces de l'ordre, 38 civils. Quant aux personnes arrêtées, il promet la fermeté. Le ministre de l'Intérieur, Pacome Moubele Boubeya. Il faut bien se dire que si quelqu'un doit avoir peur, ce sont ces délinquants. La population elle-même ne peut pas avoir peur, parce que là, il s'agit de véritable délinquance et non de manifestants politiques. Depuis donc 2 jours, nous traitons la question sous un autre angle, l'angle d'attaquer des délinquants et des criminels, qui vont être sanctionnés avec la plus grande force. Et d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire, y compris Libreville, où nous avons arrêté plus de 800 personnes, ces individus, hommes et femmes, sont depuis ce matin en train d'être présentés devant le parquet, qui est aujourd'hui seul compétent pour décider du sort et de l'avenir de ces gens-là.
Pacom Moubele-Boubeya, le ministre gabonais de l'Intérieur, avec Sébastien Nemeth. Après les arrestations de ces derniers jours au Gabon et alors que de nombreuses familles sont toujours à la recherche de leurs proches, la France dit qu'elle est sans nouvelles d'une dizaine de ses ressortissants, pour la plupart des franco-gabonais. Dans un communiqué, Paris apporte son plein soutien à l'initiative de l'Union africaine qui a proposé son aide pour aider au plus vite cette crise. La France encourage donc les autorités à accueillir dans les meilleurs délais la mission des chefs d'État qui envisagent de se rendre à Libreville. Une rentrée scolaire pas tout à fait comme les autres en RDC cette année, plutôt timide, particulièrement dans la capitale Kinshasa. L'opposition et notamment l'UDPS avait appelé à une journée sans école pour protester contre les défaillances dans l'éducation et réclamer une école gratuite ainsi qu'une refonte du système scolaire. Les avis sont partagés à l'issue de cette journée. Le rassemblement de l'opposition crie victoire pour la majorité. C'est un nouvel échec de l'opposition. En tout cas, au-delà de la bataille politique, les enseignants eux-mêmes étaient divisés sur ce mot d'ordre, même s'ils confirment qu'il y a un véritable problème de financement dans l'éducation et que les parents, comme les enseignants, ont bien du mal à joindre les deux bouts. Voici des réactions recueillies par Sonia Rollet. C'est une bonne chose. Nous soutenons l'opposition parce que nous n'avons pas un salaire décent, nous sommes en train de souffrir. Avec 100 000 francs congolais, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aussi, nos enfants étudient. C'est difficile, c'est difficile. Nous souffrons. Sérieusement, avec les 100 000, on est locataires, nous louons des maisons qui nous coûtent 70 000. Et puis, du jour au jour, nous devons manger. Il y a les enfants qu'on doit scolariser. Il y a des cas de maladie. On doit aussi se déplacer. Avec les 100 000, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que ça nous concerne? La politique pour l'éducation, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre problème que si on jette les tracts pour arrêter les enfants à la maison, ce n'est pas notre problème. Nous sommes ici pour éduquer les enfants, pour éduquer la nation. Et vous soutenez ou pas en tant qu'enseignante? Moi, je ne fais pas la politique, mais ce que je vois, ce que je suis en train de vivre, c'est pour ça que je dois soutenir. Parce qu'on n'a rien. Depuis le matin, je viens à pied. Une école est apolitique. Nous sommes là pour la jeunesse congolaise. Et c'est un sacrifice pour nous. Sublime, nous souffrons. Mais nous nous sacrifions pour la jeunesse congolaise. Et nous reviendrons sur l'éducation en RDC avec l'invité d'Anne Kantner dans quelques instants, maître Patient Bachombé, qui fait partie de la coordination de la société civile du Sud Kivu. En bref, au Mali, le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré, promet un renforcement de la protection militaire dans le centre du pays. Déclaration après l'attaque menée contre la localité de Béni dans le centre du Mali et qui a valu au ministre de la Défense son limogeage. 3 militaires avaient été tués lors de ce raid. Au Niger, une unité de police formée par les États-Unis bientôt déployée contre Boko Haram. Le nouveau corps d'élite sera basé à Mainesoroa, une ville située dans la région de Difa. C'est ce qu'ont annoncé les États-Unis et le Niger lors d'une cérémonie à Niamey aujourd'hui. La tension est vive entre les partisans et les adversaires du président sud-africain Jacob Zuma. Une manifestation était prévue aujourd'hui devant le quartier général de l'ANC, le parti au pouvoir, pour demander la démission du chef de l'État. Les détracteurs de Zuma estiment en effet qu'il est responsable de la défaite du parti aux élections municipales du mois dernier. Il faut dire que l'ANC a effectué le pire score de son histoire. À Johannesburg, Alexandra Banjon. Un face-à-face tendu ce matin entre pro et anti-Zuma devant le siège du parti. Les manifestants étaient moins d'une centaine, membres de l'ANC, jeunes. Ils veulent la démission de la vieille garde et notamment du président du parti, Jacob Zuma. Pour Marie Lowe, une manifestante, Zuma, embourbé dans ses scandales de corruption, est en train de détruire l'ANC de Nelson Mandela. Pendant la campagne électorale, beaucoup de gens ont indiqué qu'ils ne voteraient pas pour l'ANC tant que le président Jacob Zuma resterait le président du pays. Et à cause de lui, nous avons perdu plusieurs grosses municipalités. C'est pour cela que nous voulons qu'il démissionne pour que nous puissions regagner la confiance des électeurs et restaurer l'image de l'ANC. En face, les pro-Zuma et notamment une cinquantaine de vétérans d'Umkoto et Sizwe, la branche armée de l'ANC sous l'apartheid. Vêtus de treillis, ils se sont déployés tout autour du siège de l'ANC pour en interdire l'accès. Kebi Mapatse, leur président.
Nous sommes là pour protéger l'ANC et son bâtiment. Ce n'est pas une provocation, juste une démonstration de force pour rappeler que si vous voulez attaquer ce parti, nous serons là à chaque fois pour le protéger. Le face-à-face a duré plusieurs heures. Finalement, c'est le secrétaire général de l'ANC qui est sorti du bâtiment pour recueillir les doléances des manifestants. Malgré la faible mobilisation, elle est symbolique. C'est une des premières fois que des membres de l'ANC viennent manifester devant le siège du parti leur mécontentement envers le chef de l'État. Alexandra Banjon, Johannesburg, RFI. Et en restant en Afrique australe, où l'élection du président zambien a été validée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, Edgar Lungu, le candidat du Front patriotique, a remporté la présidentielle du 11 août d'une courte tête avec 50,3% des suffrages et 100 000 petites voix d'avance sur son adversaire Hakainde Hichilema. Celui-ci avait déposé un recours qui a donc été rejeté. Abidjan 97.6 FM. Ils ont été accueillis en héros à la présidence ivoirienne, les champions des Jeux Olympiques de Rio. Tous ont été décorés par le président Alassane Ouattara lors d'une cérémonie où étaient présents de nombreux responsables politiques, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ou encore les membres du gouvernement. 380 millions de francs CFA au total ont été offerts aux athlètes et aux responsables de leur fédération. Et c'est le taekwondo qui était roi avec ses 2 médailles olympiques. Un véritable événement. La Côte d'Ivoire n'avait jusque-là glané qu'une seule médaille aux Jeux. C'était à Los Angeles en 1984, une médaille d'argent il y a 32 ans. À Abidjan, Anna Sylvestre. Première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le nouveau héros national. Pour recevoir les honneurs, Cheikh Cissé Salah a troqué son uniforme blanc et sa ceinture noire pour un costume sobre. Mais le sourire et l'émotion qu'il affichait le soir de sa victoire sont toujours là. Cette victoire, ça représente des années de sacrifice. Ça a été très difficile. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Mais on va continuer de travailler et de donner toujours le meilleur de nous-mêmes pour la Côte d'Ivoire. Des sportifs qui font briller le pays, des modèles pour tous les Ivoiriens. Le président Ouattara s'est félicité des performances des 12 athlètes partis à Rio. Parmi eux, l'autre médaillée, la taekwondoïste Ruth Bagby. Elle a obtenu le bronze, une première pour une femme ivoirienne aux Jeux Olympiques. C'est pour toutes les femmes ivoiriennes et j'espère que cette médaille va inspirer la jeunesse ivoirienne, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, de mon pays, et aussi promouvoir les valeurs du sport féminin. Les médaillés d'or et de bronze ont respectivement reçu 50 et 30 millions de francs CFA, ainsi qu'une villa chacun. Mais cet afflux d'argent et ces nouvelles notoriétés n'ont pas fait oublier aux athlètes les conditions souvent précaires dans lesquelles ils s'entraînent. Face à leur président, ils ont plaidé pour un renforcement des moyens accordés aux sportifs du pays. Anna Sylvestre, Abidjan, RFI. Après le Burkina Faso, à son tour, le Niger interdit strictement toute exportation et tout abattage d'ânes pour protéger cette espèce, une espèce qui est menacée par un commerce avec l'Asie, déjà victime des sécheresses à répétition. L'âne est en péril par les exportations massives vers le Nigeria, d'où sa peau est ensuite vendue en Asie et notamment en Chine. Menacée d'extinction également, la plus grande espèce de gorille, ce primate que l'on appelle le gorille des plaines orientales est un colosse, mais malgré sa taille spectaculaire, il a bien du mal à survivre aux conflits, à la déforestation ou encore au braconnage en RDC selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Maxime Jaglin. Son ADN est identique à 98% à celui de l'homme. C'est donc l'un de nos plus proches cousins dont les jours pourraient bien être comptés. L'Union internationale pour la conservation de la nature vient de classer le gorille des plaines orientales dans la catégorie des espèces en danger critique de disparition. La dernière étape avant l'extinction des 3800 spécimens, toujours à l'état sauvage. Imposant du haut de son mètre 80 pour 250 kilos, le plus grand primate au monde vit uniquement dans les forêts de la République démocratique du Congo et il a vu sa population diminuer de 70% en 20 ans. En cause, la guerre civile qui a secoué le pays de 1996 à 2003 et la disparition d'une partie de son habitat naturel, victime notamment de l'exploitation minière illégale. Mais le grand singe est surtout la proie du braconnage qui sévit toujours en RDC. Le primate y est chassé pour sa viande et les rangers congolais ont bien du mal à lui garantir un environnement propice à sa survie. La force légendaire du gorille des plaines orientales ne suffira donc pas. Il pourrait disparaître complètement des forêts congolaises d'ici 5 ans si aucune mesure d'urgence n'est mise en place pour le protéger. Vous écoutez RFI, il est minuit moins le quart et 1h moins le quart, ici à Paris.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Merci de rester avec nous dans quelques instants. Les sports avec Philippe Zigraf et puis appel sur l'actualité, le zapping avec Juan Gomez. Vous avez été nombreux à réagir à la crise au Gabon, mais avant cela, notre invité. La République démocratique du Congo, où on ce lundi de rentrée des classes, l'opposition avait appelé à ne pas envoyer les enfants à l'école. La société civile s'est jointe au mouvement, notamment au Sud Kivu, pour réclamer une vraie gratuité de la scolarité. Les parents contribuent aujourd'hui au salaire à travers une prime qui vient s'ajouter à la rémunération versée par l'État. Maître Patient Bachombé fait partie de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Pour lui, le versement de cette prime par les parents doit cesser, il a dit Anne Gantner. Bonjour Maître Patient Bachombé. Oui, bonjour Madame le journaliste. Pourquoi vous joindre à l'opposition pour boycotter cette rentrée scolaire ? Aujourd'hui, il fait 23 ans que les parents de la République démocratique du Congo payent la prime pour suppléer l'éducation de leurs enfants, parce qu'à l'époque, l'État était démissionnaire. Et aujourd'hui, dans les discussions avec l'État congolais, il s'avère qu'il y a un manque criant de volonté pouvant supporter l'éducation de nos enfants, alors que l'article 43 de la Constitution décrète l'éducation gratuite pour l'école primaire. Justement, le salaire des enseignants, c'est un problème récurrent. Trouvez-vous que l'État congolais assume ses responsabilités ? Non, loin de là, c'est ce que nous disons, parce que si l'État voudrait bien assumer ses responsabilités, il aurait dû payer décemment les enseignants pour que l'éducation soit une éducation de qualité. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier le fait que même pour les enseignants qui sont payés par des banques au niveau urbain, mais les banques ne sont pas dans les territoires. Les enseignants quittent les territoires pendant 3 jours pour atteindre la ville et pendant ce temps, les enfants sont laissés à leur triste sort. Et donc, voilà, et quand ils rentrent, les groupes d'armée aussi en profitent pour ravir leurs salaires. Donc, nous pensons qu'on peut aussi implanter les guichets des banques au niveau des territoires pour permettre aux enseignants de percevoir leurs salaires dans leur territoire. Quelle est la solution pour les enseignants ? Est-ce qu'ils doivent continuer à travailler malgré une rémunération souvent très faible ? Nous pensons que les enseignants doivent continuer à travailler malgré cette faible rémunération, en attendant que l'État puisse, n'est-ce pas, leur donner un salaire décent. Nous avons proposé l'édit provincial portant promotion de l'éducation en province du Sud Kivu, qui prévoit un certain nombre de taxes qui peuvent être destinées, orientées vers l'éducation, payer les enseignants, les NP, donc les non payés, et suppléer à l'enveloppe que le gouvernement national alloue aux enseignants congolais, aux enseignants du Sud Kivu. Oui, parce que aujourd'hui, pour compenser les faibles salaires des enseignants, il existe un système de primes qui sont donc payées par les familles. Est-ce que ce système est encore tenable selon vous ? Non, ce système n'est plus tenable parce que les parents sont devenus tellement pauvres que leur situation socio-économique s'est détériorée. Au niveau de la province, les agents de la province ont plus de 7 mois, 8 mois impayés. Même les policiers, les militaires, les agents de l'administration publique et tous les autres ont des problèmes pour subvenir et nouer les 2 bouts du mois. Donc la situation économique est devenue intenable, raison pour laquelle les parents se sont dit qu'ils ne peuvent plus. D'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui les amis de la Lucha qui ont fait une marche pacifique, ils ont mis les poches de pantalons dehors pour dire que dans les poches, il n'y a plus rien. Et pensez-vous, comme l'affirment certaines associations et certains parents, que des écoles, et notamment des écoles catholiques, tirent profit de ce système de primes ? Absolument. La coordination catholique, la coordination protestante tirent profit de cet argent. C'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils chassent, ils ont commencé même à demander, à exiger le paiement d'une partie ou de l'avance, de la compte du trimestre pour les enfants qui veulent être inscrits à leurs écoles. Et chose que nous avons estimée inadmissible. Je vous assure que les vrais bénéficiaires de cette prime, ce n'est pas
en tout cas les enseignants. Parce que quand vous regardez comment les enseignants, surtout des milieux reculés, des villages, des territoires lointains, comment ils sont en train de transpirer la misère, vous ne vous en revenez pas. Alors cette journée de mobilisation, le fait de ne pas envoyer les enfants à l'école, ne risque-t-il pas finalement de les pénaliser, eux ? Non, nous ne pensons pas, parce que pour nous, c'est un moyen de faire pression et au gouvernement provincial, mais également à l'Assemblée provinciale, pour que nous puissions obtenir l'adoption de l'édit provincial pour la promotion de l'éducation en province. Et très rapidement, on pourrait accélérer les choses de manière à ce qu'on trouve suffisamment de moyens pour compenser à l'enveloppe que l'État congolais alloue aux enseignants. Telle est notre approche, mais au besoin, au moins, nous voulons que cesse la prime. La journée a été une réussite à 100% parce que plus de 90% ou 90% d'enfants ne sont pas partis à l'école et nous comptons poursuivre avec des actions pour contraindre le gouvernement à nous aider à faire adopter cet édit. Merci Maître Patient Bachombé. C'est moi qui vous remercie. Maître Patient Bachombé qui fait partie de la coordination de la société civile du Sud Kivu répondait aux questions d'Anne Kantner sur RFI. Tout de suite, c'est les sports avec Philippe Zigraf. Et on commence avec le football. Avec les médaillés à l'Olympique reçus à la présidence ivoirienne aujourd'hui. Les médaillés ivoiriens de Rio n'en finissent pas de collectionner les remerciements, les honneurs et les récompenses. Ce mardi, les taekwondoïstes Cheikh Cissé, médaille d'or, et Russ Gbagbi, médaille de bronze, ont été reçus par le chef de l'État devant un parterre de personnalités. Alassane Ouattara a dit sa fierté et celle de tout le peuple ivoirien. Pour la première médaille d'or de l'histoire du pays au JO, Cheikh Cissé a reçu une prime de 50 millions de francs CFA, 75 000 euros, et une villa. C'est un Cissé ému et un peu tendu qui a lu ses remerciements. Le seul mot qui vaille pour traduire la profondeur de notre gratitude est merci pour cet immense honneur que vous nous faites. Depuis votre message de félicitations, vos affectueuses étreintes à l'aéroport, jusqu'à cette mémorable cérémonie organisée en notre honneur, que d'émotions en si peu de temps. Depuis nos prestations et résultats obtenus à Rio, en passant par le chaleureux accueil organisé par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs jusqu'à ce merveilleux moment devant vous, Monsieur le Président de la République, à tous les efforts financiers que vous avez déployés pour nous permettre d'atteindre ce haut niveau de la compétition internationale. S'ajoute aujourd'hui, c'est important, dont vous venez de gratifier avec en plus des distinctions respectives, dont l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Mes amis et moi, nous comptons nous battre de toutes nos forces pour être à Tokyo et revenir avec des médailles dans cette même salle. Nous en faisons le serment public ce matin. Propos recueillis par Emmanuel Kofi. 30 millions CFA et une maison également pour Russ Gbagbi. Pas de médaille pour les sprinteurs Marie-Josée Talou, 4e du 100 et du 200 mètres, et Ben Youssef Meïté, 6e de la finale du 100 mètres. Mais le chef de l'État a tenu à les récompenser financièrement. Et comme Cissé et Gbagbi, ils ont été faits officiers de l'ordre national. En football, la dernière journée des éliminatoires de la CAN ce week-end s'est achevée avec le coup d'éclat du Togo, qualifié sur le fil en tant que meilleur deuxième des groupes. Dans les rangs des éperviers, l'inamovible et fantasque Emmanuel Adebayor. La star de l'équipe disputera l'an prochain, s'il le décide, sa 4e phase finale de CAN. Le longiligne attaquant nous a habitués à d'improbables retournements de situation. Une fois je viens, une autre non, une 3e, j'arrête ma carrière internationale. Mais à 32 ans, Adebayor est toujours là. Mais dans une situation particulière puisqu'il n'a pas de club depuis la fin de son contrat avec les Anglais de Crystal Palace. Ça n'a pas l'air de le perturber plus que cela. Il y a de cela 15 ans, j'étais à Lomé, je me promenais sans chaussures. Aujourd'hui, je suis dans une situation où il y a beaucoup de clubs qui me veulent. Je ne veux pas dire que je traîne, mais je suis en pleine négociation. Si je trouve un bon club, pourquoi pas? Si je ne trouve pas, j'irai chez moi. Et puis voilà, je suis fier d'être togolais, je suis fier de ma carrière, je suis fier de ce que je suis devenu. Donc moi, c'est vrai que par moment, tu entends les supporters, les fanatiques d'Adebayor qui m'encouragent, qui me disent on aimerait bien te voir sur un terrain, mais le plus important, c'est la santé. Je suis en bonne santé. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Adebayor au micro de Komla
éclous. Du Togo au Ghana, tout proche, à peine bouclé leur dernier match de Coupe d'Afrique face au Rwanda, les Black Stars se sont envolés pour Moscou où ils rencontreront la Russie ce mardi pour un match amical de prestige. Coup d'envoi à 15h temps universel. L'Afrique en a donc terminé avec les éliminatoires de la CAN, place désormais à la Coupe du Monde 2018. 20 pays disputeront début octobre la première des 6 journées des éliminatoires. L'Europe a pris un peu d'avance, on a débuté depuis quelques jours et ça continue notamment pour la France qui joue en Biélorussie ce mardi soir. Son premier match de la phase éliminatoire, coup d'envoi 18h45 temps universel. Envoyé spécial de RFI Thomas de Saint-Léger qui fera des points réguliers tout au long de la soirée dans les journaux. Outre la Biélorussie, la France a dans son groupe les Pays-Bas, la Bulgarie, la Suède et le Luxembourg. Le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, avec une journée de repos ce mardi. Le Sud-Africain Luis Meintjes aura du mal à faire mieux que l'an dernier. Il avait terminé à la 10e place. Cette année, le jeune grimpeur de la formation italienne Lampre est 28e du classement général à 53 minutes du premier, le Colombien Nairo Quintana. 8e du dernier Tour de France, 7e de la course olympique à Rio. Meintjes aura encore 2 étapes de montagne, mercredi et samedi, pour remonter au classement. Un journal du sport signé Philippe Zigraf. Restez avec nous à suivre tout de suite le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Et vous avez beaucoup réagi à la crise au Gabon. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Au Gabon, aucune solution ne semble se dessiner pour sortir du bras de fer entre Ali Bongo, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, et l'opposant Jean Ping, qui affirme avoir remporté le scrutin. Comment sortir de cette crise ? C'est l'heure du zapping. Le peuple gabonais, qui a lourdement sanctionné ce régime vieux de 40 ans, qui a sanctionné Ali Bongo, a besoin de ce que les votes au niveau de la province du Haut-Togo, là où ce monsieur a eu un score à la stalinienne, que les votes soient comptés bureau par bureau. Je salue d'abord la victoire d'Ali Bongo Ondimba et je regrette les propos. Avant l'élection, M. Jean Ping a insulté les Gabonais et il a promis refuser le verdict des urnes. Et comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui dit qu'il va aux urnes alors qu'il ne va pas accepter le résultat des urnes? S'il faut accepter ce que les institutions disent, pourquoi Jean Ping ne fait-il pas le recours en écrivant à la Cour constitutionnelle? Bon, moi je ne parlerai pas de Cour constitutionnelle. Hein. Je suis automatiquement, j'aborde dans le même sens que tous les acteurs de l'opposition, à savoir un recomptage des voix. Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a jamais, depuis la nuit des temps, n'a jamais donné raison à un opposant. Moi, mon point de vue, c'est qu'on assiste là à une guerre de pouvoir entre deux amis d'un même système. Parce que après le système en place, je ne vais pas le commenter. On s'accorde tous pour dire qu'il n'est pas bon, on n'a qu'à se respecter un peu, ils n'ont qu'à nous respecter un peu, nous ne sommes pas des enfants. Mais en même temps, Jean Ping et Acolyte, ils ne sont pas bien placés pour venir crier au loup. Ce sont des gens qui ont profité pendant longtemps d'un système. Il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi, ils se sont mis ensemble pour décider de prendre le pouvoir. Et après, ils nous prennent en otage, en fait, nous les jeunes, qui avons encore beaucoup de choses à faire dans nos vies. Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour dresser un bilan des 3 premières années du président Ibeka à la tête du Mali. 33 9 693 693 70. Alors on va se quitter en musique avec un talentueux jeune homme Petit Biscuit. Sunset Lover.
Sunset Lover, petit biscuit de son vrai nom. Mehdi Benjelloun n'a que 16 ans et c'est un jeune talent de la musique électronique. Dans sa chambre, il compose, il joue du synthé, il s'amuse et il fait la bonne musique. On aime bien sur RFI. Ça se trouve écoute.